Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Jacquemont et je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, après une séance consacrée à la Russie, nous allons nous intéresser aux États-Unis et à la puissance américaine dans le monde de 2016. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance qui est consacrée à la nature réelle de la puissance américaine en 2016. Après 2 mandats de Barack Obama, on pourrait dire naïvement « America is back ». Est-ce que ce constat est faussé? Est-ce qu'on serait plutôt sur un déclin américain? Alors ce qui est intéressant sur la formulation telle que vous l'utilisez, c'est que la formule « America is back » en réalité était un slogan utilisé par Ronald Reagan au début des années 80 pour pouvoir être élu suite à un recul des États-Unis dans les relations internationales avec la fin de la guerre du Vietnam et le mandat de Jimmy Carter. De façon sémantique, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si l'Amérique est de retour, c'est qu'à un moment elle a été en retrait, ce qui laisse à penser que d'ailleurs le sentiment de puissance n'est pas tant avéré que ça. Mais en réalité, oui, pour répondre plus directement à votre question, on peut légitimement s'interroger sur la nature de la puissance américaine, à mon sens à double titre. D'abord, sur quel fondement réel les États-Unis aujourd'hui sont-ils une puissance? Et est-ce que cette puissance est toujours dans la même amplitude qu'auparavant, si on se projette depuis 1945, ou est-ce qu'elle commence à être menacée par un certain nombre de puissances émergentes ou de retour comme la Russie? Alors, pendant la guerre froide, on parlait à propos des États-Unis de superpuissance. Aujourd'hui, il y a un autre terme qui est employé, notamment par Hubert Védrine, c'est celui d'hyperpuissance. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux concepts? Le contexte géopolitique a changé entre-temps. La différence fondamentale, si vous me permettez, et c'est assez juste, ce terme qui nous a fait passer de superpuissance à hyperpuissance, consiste à essayer de comprendre véritablement, encore une fois, les modalités de la puissance américaine. Donc là, je vais prendre un petit instant pour essayer de faire une rétrospective, certes courte, mais depuis 1945. Parce que quand on évoque la superpuissance américaine, donc c'est une terminologie de la guerre froide, finalement, le constat, c'est d'abord un constat économique. Et aujourd'hui, la tendance consisterait à considérer que les États-Unis sont encore une puissance économique. Alors, il y a un chiffre qu'on évoque souvent, c'est le fait que 20% du PIB mondial serait mis en place par les États-Unis et eux seuls. Seulement, il faut rapprocher ce chiffre, non pas en le maintenant dans une période courte, mais des résultats de 1945. Si on veut faire cette comparaison, il y a 2 ou 3 observations qui me paraissent opportunes. D'abord, en 1945, globalement, 49% de la production industrielle mondiale est assurée par les États-Unis à eux seuls. Ça veut dire qu'en 1945, les États-Unis produisent un objet sur 2. Les 2/3 du commerce international sont assurés par les États-Unis à eux seuls. Et enfin, on a des États-Unis qui sont le seul pays qui continue à avoir une monnaie qui est directement indexée sur la parité avec l'or. C'est le fameux Gold Exchange Standard. Et aujourd'hui, alors évidemment, il n'y a plus de Gold Exchange Standard depuis août 1973. D'ailleurs, parce que déjà les États-Unis étaient obligés d'énormément produire de monnaie pour financer la guerre du Vietnam. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que même si sous les 2 mandats de Barack Obama, on a des exportations américaines qui en valeur absolue grossissent, en réalité, elles s'accroissent beaucoup moins vite que les importations. Ce qui laisse à penser que les États-Unis sont de plus en plus dépendants du monde extérieur. Et d'ailleurs, quand on regarde leur balance commerciale, j'invite nos étudiants qui voudraient avoir plus d'informations sur ces statistiques à retrouver un lien sur campus, on remarque une chose, les États-Unis sont endettés finalement avec l'ensemble des acteurs principaux, que ce soit la Chine. Alors là, les chiffres sont particulièrement frappants puisque globalement, la balance commerciale américaine était déficitaire en 2001 avec la Chine de 90 milliards et aujourd'hui, on est à plus de 4 fois ce résultat sur 12 mois. Avec le Japon, la balance commerciale des États-Unis est globalement déficitaire de 60 milliards chaque année. Donc, ils sont déficitaires avec les partenaires principaux, mais plus important, me semble-t-il, loin d'être uniquement déficitaires sur des matières premières, ils sont déficitaires sur les segments des produits manufacturés et notamment des produits manufacturés à très haute technologie. Donc on se retrouve finalement depuis 50 ans sur un glissement qui laisse à penser que les États-Unis n'ont plus cette maîtrise qu'ils avaient, ni au niveau monétaire, ni au niveau financier, ni en termes de productivité, et que si puissance américaine il y a, elle ne se cantonne certainement plus dans les domaines qu'on vient d'évoquer là. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'au niveau économique, on est peut-être sur une phase de relatif, alors j'insiste sur le mot relatif, de relatif déclin des États-Unis, la montée en puissance de la Chine par exemple, donc des puissances soit régionales, soit mondiales même,
Mais pour caractériser une hyperpuissance, l'économique n'est pas suffisant, il y a d'autres critères, notamment le culturel, mais aussi et surtout le militaire. Et de ce point de vue-là, est-ce que les États-Unis sont menacés? Alors, les États-Unis, de ce point de vue-là, ne sont pas menacés. Et la question que vous posez est fondamentale pour justement expliquer ce changement de nature. D'abord, pour rajouter un dernier point sur la dimension économique, non seulement on a les agrégats qu'on a évoqués, mais il y a aussi d'autres agrégats qui sont, à mon sens, d'ailleurs plus inquiétants pour les États-Unis, à savoir que l'État américain est considérablement endetté et que les ménages américains sont considérablement endettés. Cette étude-là, on pourra la retrouver dans un ouvrage d'Emmanuel Todd, qui est un sociologue français, et qui, dès 2002, disait, dans un ouvrage après l'Empire, essai sur la décomposition du système américain. C'est assez symptomatique que finalement, on était sur une puissance vraiment déclinante d'un point de vue économique. Ce qu'il apparaît, c'est que dans le même temps, les États-Unis sont devenus une puissance militaire comme on en a peut-être rarement vu. Là, je donne deux chiffres qui sont assez parlants. Chaque année, les États-Unis dépensent 630 milliards de dollars dans l'armement. Et c'est un chiffre qui est conséquent, puisque en gros, ça fait 49% de la totalité des dépenses militaires mondiales, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 2 dollars qui sont dépensés dans le monde, dans l'armement ou dans l'armée, les États-Unis, pratiquement, en consomment 50% à eux seuls. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis sont une hyperpuissance, ils sont une hyperpuissance militaire. Mais ce qui est intéressant dans le terme d'hyperpuissance, et ça on va peut-être pouvoir y revenir par la suite, c'est qu'ils sont d'autant plus une hyperpuissance, c'est là où il y a un paradoxe, que pour l'instant, les autres pays qui pourraient être amenés à s'opposer à eux sont en recul. L'URSS, qui était une grande puissance militaire quand même quelque part, a disparu depuis 20 ans, et la Chine, malgré le fait qu'elle ait doublé ses dépenses militaires, n'est pas encore arrivée, on va dire, à une maturité opérationnelle telle que les soviétiques l'avaient il y a 20 ans. Donc en fait, la puissance des États-Unis au niveau militaire est due à la fois à un investissement considérable, tel qu'on en a rarement vu dans l'histoire de l'humanité, mais au fait que, et c'est intéressant en termes de perspective, que pour l'instant, les gens qui pourraient les menacer ne sont pas encore arrivés, eux, à maturité. Si vous me permettez, je rajoute juste un dernier point pour les étudiants que ça pourrait intéresser. Philippe Richardot, qui est un chercheur français, avait écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'intitulait « Les États-Unis, hyperpuissance militaire ». Et j'avoue que sa lecture en est assez troublante, parce qu'en fait, c'est un long panégyrique des matériels américains. Alors on va du fusil M16 jusqu'au porte-avions nucléaire, hein, dont chacun d'entre eux coûte plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Les Américains en ont une dizaine. Et en fait, quand on lit cet ouvrage, on est saisi par l'amplitude de l'armement américain. On passe au bombes de fragmentation, sans même parler des armes nucléaires, et par la gavégie, enfin, de puissance qui se dégage. Et donc là, on a vraiment un phénomène où il y a un glissement d'une puissance économique vers une puissance militaire, et ça me paraît très important. Donc si je vous suis bien, les États-Unis sont avant tout une puissance militaire aujourd'hui, en premier lieu. On peut s'interroger, est-ce que c'est un signe de santé pour les États-Unis ou est-ce que c'est un signe de maladie ou de déclin? Cette remarque que vous faites est fondamentale. Elle va nous amener à réappréhender un ouvrage qu'on avait cité lors de la première séance, qui était Naissance et déclin des grandes puissances de Paul Kennedy, et on avait bien d'ailleurs souligné dès cette première séance l'importance fondamentale de cet ouvrage. Or, la problématique de Kennedy consiste à essayer d'analyser si on peut retrouver, nonobstant le temps ou la nature du régime, des facteurs communs à ce qui permet à un État de monter en puissance ou d'être en déclin. Et là, ce qui est passionnant par rapport à votre question, c'est que sa réponse est non seulement affirmative, mais qu'il arrive à caractériser ces étapes. Et il constate depuis 5 siècles que toute puissance naît d'abord pour des raisons économiques et industrielles, que suite à l'accumulation de richesses, on en finit par avoir une autorité politique, et on est donc au sommet, mais que par la suite, les États qui ont cette autorité politique dans les relations internationales sont obligés de considérablement investir dans l'armée pour maintenir cette autorité politique. Et donc, la conclusion de Paul Kennedy consiste à dire que, paradoxalement, plus je dispose de forces militaires et plus je fais étalage de forces militaires, plus je suis déjà rentré en déclin. Et donc, ça laisse à penser qu'aujourd'hui, on est dans un double paradoxe, ce qui permet de mieux comprendre cette différence de perception qu'ont certains de nos contemporains. Déclin, pas déclin. La nature de la puissance américaine change doublement. Un, parce qu'elle est passée de économique à militaire, et deux, parce que ce passage laisse à penser que plus durablement, sur le long terme, les États-Unis sont effectivement en déclin. Parce que, suite à vos prochaines questions, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est d'autant plus possible qu'on a un déclin économique qui s'inscrit plutôt sur le long terme,
et une puissance militaire qui, elle, s'inscrit plutôt sur le court terme. Oui, oui. Car paradoxalement, évidemment, les Américains ne pourront pas éternellement compenser un déclin économique avec une puissance militaire. Qui désagrège l'économie, forcément, puisqu'elle engage la dépense publique, et ainsi de suite. C'est exactement ça. Ça c'est le point central. C'est-à-dire que là, les États-Unis continuent à investir massivement, mais que vont-ils pouvoir faire sur les prochaines années s'ils continuent à avoir une dégradation de leur stabilité économique, de leur balance commerciale ou de leurs résultats économiques? À ce titre, puisque vous évoquiez au début de notre entretien la présidence de Barack Obama et ses 2 mandats, et qu'on peut déjà commencer à en faire un bilan, il y a quelque chose qui est très très frappant, qui à mon sens est certainement l'une des informations majeures et sur lesquelles là aussi il faut insister davantage, c'est que lors de son premier mandat en 2009, quand il s'agit de faire un arbitrage pour savoir s'il fallait envoyer plus de troupes ou de forces américaines en Afghanistan, le Pentagone a présenté 3 modalités au président Obama. Il y avait donc, on va dire, un envoi de troupes avec une séquence qui était considérée comme haute, médiane ou faible. Et le président des États-Unis, on le voit très bien dans un ouvrage de Bob Woodward, qui s'appelle Obama's War en américain, les guerres d'Obama, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, fait un choix qui est plus dicté par des considérations financières et de restrictions budgétaires que par des choix purement stratégiques. C'est-à-dire que là, Obama choisit la solution médiane, l'envoi de troupes avec un contingent moins ample que prévu, parce qu'il ne souhaite pas que cet engagement américain pèse trop sur le budget des États-Unis d'Amérique. Et cette perspective est d'autant plus fondamentale que ça rentre en contradiction profonde avec la culture stratégique américaine. La culture stratégique américaine a toujours consisté à déployer presque jusqu'à l'excès une démesure de moyens pour être sûr, d'une part, de s'assurer la victoire et pour pouvoir être autonome, d'autre part, des vies humaines. Là, il y a un exemple qui est frappant, c'est les 20 ans de guerre au Vietnam. Bon, alors l'engagement américain au Vietnam, c'est 45-75, mais il y a une montée en puissance de 54 en 75. Là aussi, nous étudions pour retrouver un ouvrage très considérable, hein, écrit par un Américain qui fait à peu près 700 à 800 pages pour ceux que ça intéresserait, puisque la guerre du Vietnam, ça a été un événement très important dans le conscient ou dans le vécu des États-Unis d'Amérique. Mais là, il faut rappeler qu'à chaque fois que les Américains perdaient un pilote, ils envoyaient 16 avions le chercher, avec des modalités énormes. Donc il y a une surexploitation du potentiel. Et le fait que les Américains, aujourd'hui, en soient à envisager les logiques budgétaires par rapport à leur mission militaire, ça, c'est totalement nouveau. Et ça ne fait que conforter la thèse de Paul Kennedy, qui consiste à dire, de toute façon, à un moment, ça va dévorer les ressources. Et donc, on se retrouve dans une situation où on ne va plus pouvoir assumer même cette puissance militaire. Alors, je vais essayer de synthétiser ce que vous nous avez présenté. Dans un premier temps, une puissance se construit économiquement, ce qui lui assure une légitimité et une force politique. Et pour consacrer ou maintenir cette puissance politique, il va falloir investir militairement, et notamment à l'extérieur, voire dans une politique impériale, là on revient du côté du romain, et qui va contribuer à l'affaiblissement économique et ainsi de suite. Donc on a en effet une sorte de boucle qui se forme. L'affaiblissement économique, qui est la suite de l'intervention militaire, va provoquer un affaiblissement politique et ainsi de suite, et un déclin. Ce que vous nous avez dit ensuite, c'est que finalement Barack Obama avait d'une certaine façon entendu cet enseignement-là et s'était désengagé budgétairement de certains terrains d'action légitimes ou enfin considérés comme légitimes par les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une autre conception du pouvoir aussi qui s'inscrit, qui serait celle du soft power, c'est-à-dire ne plus intervenir par la volonté, mais intervenir par l'influence, par la séduction, par les nouvelles technologies aussi? C'est l'Amérique qui est en train de se transformer en fait. C'est très juste. Alors en plus, ce qui est assez intéressant de ce que vous soulevez, c'est que ça pourrait correspondre, même si on va y revenir par la suite, à une certaine vision du Parti démocrate. Même si là, je crois aussi qu'il va falloir qu'on détruise un peu certains a priori, car paradoxalement, le Parti démocrate peut être assez interventionniste pour des logiques doctrinales. Mais c'est vrai que c'est peut-être une lecture qu'on pourrait faire. Je ne suis pas totalement convaincu que ça soit la raison première pour laquelle Barack Obama a agi de la sorte. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement pragmatique, qui était d'ailleurs plutôt dans sa formation initiale, hein, il était intervenant en faculté à Chicago, dans le domaine de l'économie. Et je crois que ce qui l'a frappé, c'est la démesure
des coûts de l'armée américaine. Il ne faut quand même pas oublier que Barack Obama, lors de son premier mandat, est rentré ou a été investi en janvier 2009. Donc en réalité, il est arrivé à un moment où on a connu la crise des subprimes en septembre 2008, et la question centrale ou essentielle, c'était de savoir comment on allait pouvoir éviter un second crack à Wall Street, pour dire comme une chose. Et puis tout l'épisode du Proche et du Moyen-Orient, ou même du Maghreb, à savoir les révolutions dans les pays arabes, puis l'émergence par la suite de Daesh, tous ces phénomènes étaient encore ne s'étaient pas développés. C'est ce qui avait permis à Barack Obama d'expliquer qu'en relations internationales, il voulait appliquer une doctrine du reset. Donc on annule tout, on reprend à zéro. Il a même envisagé d'avoir Poutine comme très bon allié, ce qui prouve que depuis, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Mais en fait, ce qui était sous-jacent, c'est beaucoup plus la volonté, pas tellement que de mettre en approche une doctrine, celle de Joseph Nye, mais plutôt que d'essayer de faire des économies. Donc finalement, alors après, on pouvait l'habiller par des logiques plus nobles, mais la logique de la démarche, c'était vraiment de partir. D'ailleurs, quand Barack Obama a envoyé des troupes supplémentaires en 2009 en Afghanistan, c'était pour ensuite que la totalité de ces troupes quitte l'Afghanistan. Donc il s'agissait sur un délai schedule en américain très étroit, 12 à 24 mois, non seulement de partir d'Afghanistan, mais aussi de partir d'Irak, en disant, bon, ça y est, on a fait notre mission. Ce qui est assez troublant dans votre question, c'est que cette tentation avait déjà eu lieu au Vietnam en 73-74, et que certains esprits critiques, à l'époque c'était les républicains qui dirigeaient le pays, avec Richard Nixon, certains esprits critiques avaient appelé ça la vietnamisation ou le sauve-toi toi-même. C'est-à-dire, en gros, nous les Américains, on considère qu'on a fait l'essentiel, qu'aujourd'hui, on a mis en place tout ce qui est requis en termes d'équilibre pour que vous puissiez vous en sortir. Et puis maintenant que notre mission est faite, on s'en va et on rentre chez nous. Finalement, ce dont on se rend compte depuis 30 ou 40 ans, c'est que ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que d'ailleurs, aujourd'hui, on est obligé de constater, en 2016, que les Américains, alors ils le font à mots couverts, mais sont en train de se réengager en Afghanistan, puis surtout ils sont en train de se réengager en Irak, dont ils étaient partis, parce qu'il faut bien essayer d'empêcher que Daesh de progresser, mais il faut aussi empêcher que les Russes soient les seuls à agir dans ces régions-là. Donc moi j'ai le sentiment qu'on était plutôt sur des logiques économiques que par la suite on a habillé sur des thématiques philosophiques. Je vous propose de terminer sur cette question. Merci beaucoup Fabrice Ravel pour cette intervention si stimulante. Merci beaucoup Olivier. Nous voici arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique consacré aux États-Unis. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine et nous poserons une question. Peut-on être moderne sans être occidental au XXIe siècle? Merci à toutes et à tous.